Bonjour. Dans le cadre de cette vidéo, et plus largement de ce chapitre, nous allons nous intéresser à l'Union européenne. Alors l'Union européenne, c'est un objet qui revient souvent au cours de la scolarité dans différentes disciplines, un petit peu finalement comme le développement durable. Le but est clairement pas de vous saouler à répéter plusieurs fois la même chose. Au contraire, il s'agit de vous sensibiliser à des questions qui reviennent souvent dans le débat public, mais qui sont complexes et qui impliquent différentes disciplines. Donc on cherche à chaque fois à avoir une approche différente pour mettre en avant différents enjeux, ici, de l'Union européenne. En l'occurrence, dans le cadre des sciences économiques et sociales, on va avoir une approche surtout économique du fonctionnement de l'Union européenne pour notamment mettre en avant ses avantages et ses limites. Dans cette vidéo en particulier, nous allons nous intéresser aux étapes, en tout cas dans la théorie de la construction européenne et aux avantages qui étaient recherchés dans cette construction européenne. Pourquoi est-ce que différents États ont décidé de constituer une union économique, voire une union monétaire? C'est ce que nous allons voir à présent. C'est parti! À plusieurs égards, l'Union européenne représente un exemple remarquable d'intégration économique. Mais avant de répondre pourquoi, il faut évidemment définir ce qu'est l'intégration économique de façon générale. Je vous propose la définition suivante. L'intégration économique désigne la création de liens économiques entre plusieurs États. Je répète, l'intégration économique désigne la création de liens économiques entre plusieurs États. On va dire que donc plusieurs États sont bien intégrés économiquement quand il existe des liens forts et nombreux entre eux, au point de vue économique, notamment au point de vue des échanges de biens et de services, mais aussi au niveau des flux de capitaux, voire des flux de travailleurs et de travailleuses. Vous avez sous les yeux les différentes étapes de l'intégration économique selon l'économiste hongrois Béla Balázs. Selon lui, en dehors des liens économiques qui peuvent être créés spontanément entre différents États, la première étape pour créer et renforcer les liens économiques entre les États, c'est de créer ou de s'acheminer vers une zone de libre-échange. Donc en gros, on abaisse et progressivement en fait, on fait disparaître les frontières douanières de façon à ce qu'il n'y ait plus de tarifs douaniers, de frais de douane sur tous les produits qui circulent entre les différents États. Donc là, ça va encourager le commerce entre ces États, alors qu'à l'inverse, les tarifs douaniers étaient des mesures de protectionnisme qui visaient justement à freiner les échanges de produits. Le problème avec la création d'une zone de libre-échange, lorsque vous avez par rapport aux autres États qui ne font pas partie de la zone de libre-échange, par exemple, si on prend l'exemple de l'Union européenne par rapport aux États-Unis, si vous ne pratiquez pas les mêmes frais de douane, en l'occurrence, on imagine que l'Allemagne a des frais de douane de 5% par rapport aux produits américains, alors que la France a des frais de douane de 10% par rapport aux produits américains. Évidemment, tout ça est hypothétique. Comment les États-Unis peuvent faire pour amener leurs produits en France en évitant de payer les frais de douane de 10%? Alors, je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps, je pense que la réponse est assez simple. En l'occurrence, il suffit pour les entreprises américaines d'envoyer leurs produits en Allemagne, de ne payer des frais de douane que de 5% de la valeur de leurs produits, et ensuite, à partir de l'Allemagne, de les envoyer en France où il n'y a pas de frais de douane, puisqu'on est dans le cadre d'une zone de libre-échange, zéro frais de douane. Donc voilà, tout ce que les produits américains ont eu à payer, c'est des frais de douane à la hauteur de 5% de la valeur de leurs produits. Donc ça pose problème évidemment. Ça peut d'ailleurs entraîner une forme de compétition entre les États membres d'une zone de libre-échange. Comment résoudre ce problème? Créer une union douanière. Se mettre d'accord sur les frais de douane qu'on applique par rapport aux autres États et à chaque fois qu'on change, on le change de façon unanime. Tout le monde le change en même temps de la même façon. Donc voilà comment on passe de
la zone de libre-échange, enfin pourquoi en tout cas on doit passer de la zone de libre-échange à l'union douanière. Ensuite, c'est pas forcément nécessaire, mais pas autant en tout cas que le passage entre la zone de libre-échange et l'union douanière, mais Bella Balassa affirme que l'étape suivante est la création d'un marché commun. Donc en gros, c'est une union douanière, mais au lieu de simplement avoir une libre circulation des produits, notamment des marchandises, on va autoriser la libre circulation des services, des travailleurs et des capitaux. De façon à ce que, typiquement, les personnes qui cherchent un emploi, par exemple en France, puissent, sans grande contrainte, en chercher un en Allemagne. Et même chose sur les capitaux, c'est-à-dire en Allemagne, on a de l'argent disponible. En France, on a un besoin de financement, des entreprises cherchent de l'argent et autoriser sans frais supplémentaires le fait justement pour les banques allemandes de financer les entreprises françaises. Donc ça, c'est le marché commun. Libre circulation des biens, ça c'est la zone de libre-échange, plus tarifs extérieurs communs, même frais de douane par rapport aux autres pays qui ne font pas partie de l'union douanière. Donc ça c'est l'union douanière, plus, à chaque fois en fait on rajoute des choses, donc plus libre circulation des services, libre circulation des travailleurs et libre circulation des capitaux. Ça donc c'est le marché commun. Une fois qu'on a un marché commun, comment peut-on approfondir encore l'intégration économique et renforcer les liens qui existent entre les États membres? La réponse, selon Bella Balassa, est la création d'une union économique, un marché commun avec des politiques économiques qui sont communes aux différents États membres, qui donc sont mises en place de façon harmonisée et quasi identique dans tous les États membres. Enfin, dernière étape dans la typologie de l'intégration économique selon Bella Balassa, l'union économique et monétaire. Une union économique avec donc toutes les caractéristiques qu'on a vues jusque-là, libre circulation des biens, même frais de douane par rapport aux pays qui ne sont pas membres de l'Union, libre circulation des services, des travailleurs, des travailleuses et des capitaux, politiques économiques communes et monnaie commune ou monnaie unique. La petite différence entre une monnaie commune et une monnaie unique, c'est que dans le cas d'une monnaie commune, les monnaies nationales peuvent encore exister. Simplement, il existe une monnaie qui est partagée et utilisée dans tous les États, et une monnaie unique. Il n'y a qu'une monnaie qui est utilisée dans tous les États membres, et les monnaies nationales n'existent plus. En l'occurrence, donc, l'euro est une monnaie unique et pas une monnaie commune, même si elle pouvait être considérée comme une monnaie commune, entre 1999 et 2002. Cette distinction entre monnaie commune et monnaie unique, elle est en réalité pas très importante. C'était juste une petite parenthèse. Par contre, ce que j'aimerais vraiment souligner, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est l'idée que quand vous devez définir une union économique et monétaire, définir ses caractéristiques, il ne faut pas se contenter de dire que une union économique et monétaire est une union entre plusieurs États qui partagent une même monnaie, que ce soit donc une monnaie commune ou une monnaie unique, mais vraiment lister tous les points, y compris ceux qui n'ont été vus que dans la zone de libre-échange, l'union douanière, le marché commun et l'union économique. Donc vraiment, voilà, dire libre circulation des marchandises, même frais de douane par rapport aux États qui ne sont pas membres, aux États extérieurs, libre circulation des services, du travail et du capital, et mise en place de politiques économiques communes. Comme je l'ai dit, l'Union européenne est un exemple unique d'intégration économique. Mais pourquoi? Alors, si vous avez bien compris tout ce que je viens de dire auparavant, vous aurez compris que l'Union européenne est une union économique. Non seulement donc on n'a pas de frais de douane entre les États membres, les mêmes frais de douane par rapport aux États qui ne sont pas membres, aux États extérieurs, typiquement, donc pas de frais de douane entre la France et l'Allemagne, et négociations sur le Brexit pour que tous les États, même l'Irlande, qui est dans une situation bien particulière, pratiquent les mêmes frais de douane et la même politique douanière par rapport à un pays extérieur comme le Royaume-Uni, depuis le Brexit.
des politiques économiques communes comme par exemple la politique agricole commune, la PAC, et libre circulation des services, du travail et du capital. Et plus précisément, au sein de l'Union européenne, 19 parmi les 27 États membres ont décidé de partager une même monnaie, une monnaie donc unique, l'euro, et la zone euro représente donc un exemple d'union économique et monétaire. Or, en l'occurrence, si on retrouve ailleurs dans le monde d'autres exemples d'intégration économique, par exemple avec l'ALENA, encore que l'accord a été renégocié, mais le principe reste le même, la communauté andine ou le Mercosur, aucun n'est allé jusqu'au stade de l'union économique et donc n'a poussé l'intégration économique de façon aussi approfondie que l'Union européenne. Dans l'histoire, on peut retrouver des exemples d'intégration économique aussi poussés, voire même plus poussés, mais justement, ça a débouché ensuite sur la création d'un État, généralement un État fédéral, mais quand même un État unique. Qu'on prenne l'exemple de l'Allemagne ou des États-Unis, il y a eu intégration économique et cette intégration économique et politique a fini par déboucher sur la création d'un seul État, un État fédéral, mais un seul État. Donc avoir ce statut où il y a une intégration économique poussée jusqu'au niveau de l'union économique, voire de l'union économique et monétaire, mais tout en conservant l'indépendance des États qui en font partie, ça reste un exemple du coup unique dans le monde et même à un point de vue historique. Autre raison pour laquelle on peut dire que la construction européenne représente un exemple original d'intégration économique. Donc vous avez sous les yeux plusieurs dates, plusieurs repères de la construction européenne. Le but n'est clairement pas de les apprendre et de les connaître, nous ne sommes pas dans un cours d'histoire-géographie, mais simplement, quand vous regardez, vous vous rendez compte que la politique agricole commune, qui est donc une des politiques économiques communes qui permet de décrire l'Union européenne comme une union économique, elle est lancée en 1962, alors que l'union douanière n'est achevée qu'en 1968. Donc ici, on se rend compte que les règles telles qu'annoncées, les différentes étapes telles qu'annoncées par Bella Bellassa, ne sont pas parfaitement respectées. L'Union européenne, qui en l'occurrence s'appelait encore à l'époque la Communauté économique européenne, a mis en place des étapes, a commencé à être union économique, alors même que l'union douanière n'était pas achevée.